C'était qui notre grand-père Sylvanus Olympio? Il était qui? Comment tu peux nous faire une historique? Comment ça s'est passé? Il était qui dans sa vie? Il a fait c'est quoi ses études? Comment ça s'est passé jusqu'à pour qu'il soit devenu le premier président du Togo? Il y a eu l'indépendance du Togo jusqu'à son assassinat. Si tu peux nous donner, tu peux nous raconter Très un peu bien. l'histoire parce que nous on n'était même pas encore nés donc parce qu'on est bien connus. D'accord. Quoi, Oui, très bien. Merci. Je le fais d'autant plus volontiers que je ferai une petite précision au point de départ. C'est que si vous ne savez pas qui est Sylvanus Olympio, c'est toute une génération qui a été ainsi frappée par cette amnésie volontaire à laquelle on a forcé le peuple togolais. Je veux dire par là que pendant de longues années au Togo, détenir une photo de Sylvanus Olympio était un crime. Détenir des écrits de lui était un crime. Parler de lui dans les maisons, même en famille, pouvait vous conduire tout droit en prison si un délateur vous écoute et va rapporter à la police politique du régime RPT d'alors vos propos. Et véritablement, il y a des moments où vous n'allez pas en entendre parler. Et donc ça a fait quoi? Ça a fait que celui qui normalement aurait dû faire l'objet d'un enseignement dans les cours d'histoire du Togo aux jeunes élèves de toutes les générations, depuis le primaire jusqu'à l'université, a été tellement ostracisé, c'est-à-dire on a tellement empêché les Togolais de le connaître, de connaître son histoire, de connaître l'histoire de sa vie, de connaître son parcours et de savoir ce qui lui est arrivé, que, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais beaucoup de jeunes d'aujourd'hui ne savent pas qui est Sylvanus Olympio, qu'est-ce qu'il a fait pour le Togo. C'est vrai que ces dernières années, on a commencé à parler de lui, surtout depuis l'avènement du 5 octobre 1990, où, encore une fois, des jeunes qui ont fait ce mouvement ont commencé à réapprendre l'hymne national togolais, terre de nos aïeux d'aujourd'hui. Parce que, pour ceux d'entre vous qui ne le savent peut-être pas, même l'hymne du Togo, qui a été adopté à l'indépendance sur la base d'un concours qui avait été lancé pour la proclamation de l'indépendance, eh bien, ce hymne-là, à l'avènement de Yadémé, à la création du parti unique État RPT en 1969, a été supprimé, remplacé par l'hymne du RPT. Et il aura fallu qu'après 1990, on rue des quatre fers pour que ce hymne soit réinstauré. Donc, tout ceci pour dire que c'est volontairement qu'on a fait en sorte que les jeunes générations ne connaissent pas Sylvanus Olympio. Fort heureusement, un de nos grands frères a commencé et nous avons suivi le mouvement en écrivant des livres, non seulement sur ce qu'il a appelé la palpitante quête de la Blodée, mais également sur Sylvanus Olympio lui-même, sa biographie, son œuvre, ses réalisations, etc. Et tous ces livres-là existent aujourd'hui et je vous exhorte tous, vous qui êtes plus présents sur ce plateau, à vous les approprier pour approfondir l'étude ou la connaissance de l'histoire de notre pays. Donc, Sylvanus Olympio est né le 6 septembre 1902 à Kpando, dans le Togo britannique de l'époque, une région qui par la suite a été annexée à la Gold Coast d'alors pour devenir le Ghana tel qu'on le connaît aujourd'hui. Son père s'appelle Epifanio Elpidio Olympio et c'est lui qui aura donné ces deux prénoms, Epifanio et Elpidio, à ce fils qu'il a aimé par-dessus tout, c'est-à-dire Sylvanus, d'où ces longs prénoms,
qu'on connaît à Sylvanus, hein, c'est-à-dire Sylvanus Epifanio Elpidio Kwame, parce qu'il est né un samedi, hein, Olympio. Donc, pour définir un patronyme, vous n'avez pas moins de 5 noms et prénoms, hein, qui identifient le personnage. Sa mère s'appelle Pomane Fidelia Afé. Elle est d'origine gourmandais, du nord du Togo, du grand nord, hein, du Togo, c'est-à-dire à côté de Dapaon, il y a un village à quelques encablures, hein, qui s'appelle Korbongou, mais ce n'est pas de Korbongou même que dont sa mère est originaire. Elle est originaire du village de Gunjuagoga, qui est pas loin de Korbongou. Et cette dame était à l'époque une guerrière. Elle tirait des flèches avec des arcs et elle était la seule femme qui était autorisée à accéder à l'enclos où on faisait l'initiation des jeunes guerriers en pays gourmandais, particulièrement dans la localité de Gunjuaroga. Bon, c'est donc dire que c'est une femme de caractère, une très belle femme d'ailleurs, qui, à l'époque, à l'arrivée des Allemands, hein, à la fin du 19e siècle, vers 1884-85 par là, lorsqu'ils sont partis faire la conquête du hinterland, c'est-à-dire du pays arrière du Togo, en arrivant, hein, dans la région de Dapaon là-bas, ont été confrontés à une forte résistance des populations et le village d'où est originaire la mère de Sylvanus Olympio, Pomane Fidelia Afé, mais ses habitants ont été pour la plupart massacrés, tout simplement, parce qu'ils avaient osé résister aux Blancs qu'ils ne connaissaient pas, parce que beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vu de Blancs. Ils étaient venus avec des fusils, lorsqu'ils tiraient, hein, sur des bêtes, ils les tuaient et tout, et bon, les gens, pris de peur, la population prise de peur, a essayé de s'affronter à eux pour assurer sa préservation, et c'est là où le mal les a frappés, ils ont été quasiment décimés. Et c'est sur ces entrefaites que le chef d'Obli, qui est un des parents de la mère de Sylvanus Olympio, l'a recueilli après ces massacres. Hein. Elle également, comme elle était guerrière, elle a dû avoir participé aux affrontements, mais en est sortie rescapée, et c'est là où son oncle l'a soustrait, hein, de son village et de la région, et l'a emmené à Lomé pour la confier au père de Sylvanus Olympio, qui visiblement cherchait quelqu'un pour aider, hein, sa femme à l'époque, hein, à s'occuper des enfants. Et c'est là où son maître, Epifanio Elpidio, hein, est tombé follement amoureux de cette belle dame, parce qu'elle était très belle. Si vous voyez la photo de la mère de Sylvanus Olympio, vous verrez que c'est une très très belle femme. Et de leur union vont naître 4 enfants. Excusez-moi, monsieur Amegavi. Je vous prierai de faire les réponses à les séquences soient courtes pour permettre à nos frères qui font des coupures de vidéos pour le publier aussi après, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Très bien, merci. Bon, donc, j'ai insisté sur la présentation de la mère de Sylvanus Olympio, parce que sa personnalité montre en fait que Sylvanus tient du caractère, beaucoup du caractère de sa mère. Et pas seulement du point de vue du caractère, mais aussi du point de vue de la nationalité. Parce que vous savez que son père, Epifanio Elpidio Olympio, est lui-même le descendant de Francisco da Silva Olympio, bon, qui est, lui, né au Brésil. Hein, bon, ce n'est pas un blanc, hein, c'est un des Noirs du Brésil qui est revenu en Afrique pour poursuivre ses activités commerciales, hein, d'abord à Porto Seguro avant d'émigrer à Agüey, hein, bon, où il s'est établi à acheter des terres et développer des cultures là-dessus et tout. Et donc, ayant donné naissance au père de Sylvanus, Epifanio Elpidio, eh bien, celui-ci va
comme je l'ai indiqué tout à l'heure, se marier à Poman Fidèle a fait. Et les péripéties du voyage de Sylvanus depuis sa scolarisation au Togo, où ils sont arrivés à l'âge adulte, son départ en Angleterre pour y poursuivre des études secondaires, d'abord à Londres, et puis ensuite des études universitaires à la London School of Economics and Political Science. Il a quitté le Togo en 1920 et il a fait ses études jusqu'en 1927 à Londres, où juste à la fin de ses études, il sera engagé par la firme internationale Unilever. Donc, j'indique que Sylvanus Olympio, de par son père, en fait, peut être considéré comme un Brésilien, puisque il est le descendant de quelqu'un du Brésil qui a une princesse nigériane originaire d'Abeokuta au Nigeria pour donner naissance à Elpidio Olympio, Epifanio. Et après leur relocalisation au Togo et ce fils ou ses enfants qu'ils ont eu avec Poman Fidèle Affe aura donné la nationalité togolaise en fait à Sylvanus. C'est le point où je voudrais en venir et qui est absolument capital. Donc non seulement Sylvanus tient du caractère de sa mère, la guerrière dont j'ai parlé tout à l'heure, ses traits de caractère, mais il tient également d'elle sa nationalité togolaise. Et ce point est extrêmement important pour l'ensemble de la suite des événements, parce que toute une série de calomnies qui ont été colportées contre lui sont sans base lorsqu'on considère ses origines de ce point de vue-là. Avançons pour dire que à la fin de ses études en Angleterre, et de son engagement par la firme Unilever dont j'ai parlé tout à l'heure, mais après avoir fait tout un temps à la maison mère à Londres, à partir de 1927, en 1928, il revient en Afrique, d'abord au Nigeria comme un représentant de la firme, ensuite au Ghana, avant d'être réaffecté comme district manager au Togo. Et en fait, en arrivant au Togo, il était un des rares Africains à l'époque à occuper un poste de haute responsabilité à la UAC, la United African Company, qui est la filiale togolaise du groupe Unilever. Donc, il était un des rares noirs, pour ne pas dire le seul noir, dans les dirigeants des sociétés commerciales, des grandes sociétés commerciales de l'époque, qui toutes étaient dirigées par des blancs. Et il était le seul parmi eux et participait à leurs réunions, à leurs clubs, etc. Jusqu'à ce que la guerre arrivant et la défaite allemande à la fin de la Seconde Guerre mondiale intervenant, la volonté du gouvernement français qui avait peur d'être chassé de ces territoires africains, parce que l'État français était sorti complètement défait de cette guerre, de cette Seconde Guerre mondiale, et pour sa reconstruction, avait besoin que la paix continue à s'instaurer dans nos pays d'Afrique pour continuer à les piller. Pays d'Afrique où, précisément, un vent de révolte bouillonnait contre la domination française, précisément parce que pendant toute la période de la guerre, de 1939 à 1944-45, les populations étaient obligées de fournir ce qu'on appelait à l'époque l'effort de guerre, qui était préservé sur les cultures, qui était préservé en termes de travaux forcés pour le colon à l'époque. Et donc la frustration que ceci avait créé au sein des populations avait créé un tel vent de révolte et de soulèvement anticolonial dans les pays que l'État français avait peur que, à la fin de la guerre,
un vent de libération souffle sur l'ensemble du continent africain, bon, en particulier les territoires placés sous domination française, donc pour les balayer et pour couper court à ce mouvement qu'on sentait confusément venir, ils ont pris le devant en organisant une conférence coloniale à Brazzaville, la fameuse conférence de 1944 à Brazzaville, laquelle conférence est arrivée avant même la fin de la guerre, avec à l'esprit simplement d'étouffer ce vent de révolte et de promouvoir un train de réforme dans les territoires coloniaux, pour apaiser les populations. Au terme de ces réformes, il y avait notamment la suppression du travail forcé, la suppression du statut de l'indigénat et l'octroi de parlements locaux qui n'existaient pas du tout jusque-là pour que une vie démocratique commence à exister, à prendre corps dans les pays. Et c'est là où, au cours de la conférence de compte-rendu des travaux de la conférence de Brazzaville, à l'occasion de laquelle De Gaulle a réuni les gouverneurs des pays d'Afrique qui étaient restés fidèles à De Gaulle, qui lui, rappelez-vous, s'était exilé à Londres lors de la capitulation du maréchal Pétain à Paris, qui a cédé la moitié du territoire français aux Allemands, qui sont rentrés sur le territoire français comme dans du beurre après la première débâcle des armées françaises. Et donc ceux qui ont jugé nécessaire de se rallier à De Gaulle et de développer une résistance à l'occupant nazi, ce sont ceux-là que De Gaulle a rassemblés à la conférence de Brazzaville, ces gouverneurs-là, et où il a été question de toutes ces réformes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est à l'occasion de la réunion de compte-rendu de cette conférence de Brazzaville que les premiers soubresauts nationalistes, sous leur forme, disons, non seulement parlée, mais qui vont devenir ensuite organisés avec la création des premiers partis politiques, vont s'exprimer. Et c'est là où Olympio va commencer à se distinguer en disant, face à la proposition de faire des citoyens africains des anciennes colonies, des colonies françaises, enfin, pas des colonies pour le Togo, puisque le Togo n'était pas une colonie française, mais un territoire anciennement sous mandat, parce que en tant qu'ancienne colonie allemande, un statut de mandat avait été créé pour confier l'administration des anciennes colonies allemandes aux puissances qui ont vaincu et la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Alors, à l'occasion de la fin de la Première Guerre mondiale, c'était le statut du mandat qui va devenir ensuite, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le statut de la tutelle. Lequel statut de la tutelle offrait davantage de possibilités aux citoyens des territoires placés sous domination étrangère d'évoluer progressivement vers leur indépendance qu'on appelait à l'époque le self-government, en employant la terminologie anglaise. Et donc, l'État français, lui, cherchait toujours à contourner ce dispositif en voulant proposer aux citoyens togolais qui le voulaient bien d'accéder au statut de citoyen français en tant que tel, c'est-à-dire une naturalisation pure et simple. Et aussi, les institutions qui avaient été créées à l'époque permettaient ou créaient, disons, dans le nouveau Parlement français qui était mis en place au lendemain de la guerre, des institutions ouvertes à la représentation des populations africaines. Et donc, dans les différents pays,
on devait choisir des députés au Parlement français et à une institution qu'on a créée à côté, l'Assemblée de l'Union française. Et c'est contre cela que, à la réunion de compte-rendu de la conférence de Brazzaville en 1945, Sylvanus Olympio et un autre chef, le chef d'Orquenou, vont s'élever farouchement et dire que eux, ils sont citoyens togolais et ils ne veulent pas devenir français. Alors que jusque-là, il était très bien, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, avec le dirigeant des grandes sociétés, il était dans leur club, etc. Mais en lui-même, il était profondément ancré à sa terre, il tenait, mais pas pour peu, parce que pendant la période de la guerre, lui était contre le phénomène du nazisme qui était apparu en Allemagne, et en particulier sous la direction de Hitler, parce qu'il avait compris qu'avec Hitler, c'était l'état d'exception, c'était les tueries, et surtout c'était un racisme élevé à un niveau tel que même les Noirs n'avaient aucune considération aux yeux des Allemands. Et donc ça, Olympio ne pouvait véritablement pas le supporter. Et donc c'est à partir de là, sa franche opposition au régime de Vichy, dirigé par Pétain dont j'ai parlé tout à l'heure, a emmené à ce que il soit arrêté pendant la guerre, interné à Djougou, dans le nord du Bénin, parce qu'il faisait partie des réseaux gaullistes à l'époque, et c'est à la fin de la guerre qu'il va être libéré là-bas de sa prison de Djougou, revenir au Togo, et vous comprendrez donc pourquoi, lors de la conférence de compte-rendu de la conférence de Brazzaville, il était aussi farouchement attaché à ne pas devenir un sujet français, mais à rester profondément un citoyen africain, un nationaliste, et c'est à partir de là que son nationalisme va se développer et rencontrer le nationalisme d'autres personnalités qui, eux également, ou elles également, ont évolué. Des gens comme... Mon cher Claude, tu me permets? Oui. Claude, une petite respiration, parce que Kodjovi Toguin, est-ce que ça va? Est-ce que, parce que nous, on est dans un... Ça va, mais juste que j'aimerais que M. Claude nous saute certains détails, parce que sinon, en tout cas, l'histoire de Sylvanus, c'est tout un livre, je pense. Voilà, il faut résumer, aller à l'essentiel, et puis ne pas hésiter à parler en mina également, quoi, pour qu'on puisse y aller. D'accord. Quand tu le permets, un instant, monsieur Claude, s'il vous plaît, monsieur Amégal. Donc, on va rapidement revenir sur la vie politique, l'engagement politique de monsieur Sylvanus Olympio. Ce que nous retenons de cette première partie de votre développement, c'est que monsieur Sylvanus a été à la diaspora comme nous autres qui sommes ici, et c'est quelqu'un qui, depuis la diaspora, est revenu au Togo, qui s'est engagé pour l'indépendance du Togo. Et nous retenons également que sa maman vient de l'extrême nord du Togo. Donc pour ceux et celles qui disaient ou qui pensaient que Sylvanus était un tribaliste ou un raciste, non. Il vient d'un père du Sud ou d'origine Brésil et d'une maman qui vient de l'extrême nord. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Je vous prierai d'être plus ou moins succinct parce qu'on va évoluer en termes de questions. Et puis laisser intervenir d'autres personnes. Oui. Dites-nous, vous pouvez de temps en temps aussi évoluer en mina. Et je vous prierai de descendre le niveau de français pour que tout le monde parle plus ou moins en français courant pour que nos frères qui nous suivent puissent comprendre, s'il vous plaît. Dites-nous, maintenant, l'engagement, on revient vers les années 33 jusqu'à 45. Quel est l'engagement? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'engagement de la vie politique de Sylvanus Olympio, ce qui l'a conduit avec ses compagnons à l'obtention de l'indépendance du Togo, s'il vous plaît? Merci. Ok. Faut nous me fier, c'est-à-dire que si vous voulez qu'une Brazzaville 1946 Boboko se rendre compte de la conférence de Brazzaville entière
au créé Parlement Yeye on une assemblée représentative du Togo. Yewa ameko kekemdo ablode be susu be yu a volé yuvo simea. Wawe créé parti tutubon ko yona be comité de l'unité togolaise à CUT. Bon, et CUT a avounkebe o tutubon. Avounkebe o tutubon et ni la réunification du peuple élevé. Nous gagnons la réunification du peuple élevé à Tchanro parce que il doit au méga mais Togo be akpare vati français valomé et afi avec moi et britannique au valomé et ni Togo britannique et ni blona donc à l'écoma et homeo melo kwetoso et anye kaka idiria yenabe odi et en particulier les vedukon mais odi boni trop pour et vedukon et témoin yo so wo campagne wa vako ya oluji ye si on peut que odo gawa mebe azikpe gbogbo to wa we ho et donc funu yo chan Sylvanus Olympio le tutubon sigbe assemblée représentative du Togo wan be président ye beni va ke beni wa be président et bazona moi yina Claude, excuse-moi, les gens demandent de revenir en français. Excusez-nous, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le chat qui sont en train de demander de revenir en français parce que tout le monde ne comprend pas les V, quoi. Je suis vraiment désolé. Bon, on y va en français et on fera une autre séance avec vous en Mina, effectivement, quand vous voulez. Et merci. D'accord. Bien. Donc, je reviens. Donc, pour dire que, en fait, après la conférence de Brazzaville, le champ était ouvert aux activités politiques au Togo, puisque avait été proposé l'installation d'une assemblée locale, l'assemblée représentative du Togo. Et pour cette assemblée, tous ceux qui avaient la fibre nationaliste et qui voulaient rester authentiquement africains, ont créé un parti, enfin, ils ont transformé une association qui, à l'origine, avait été constituée par le gouverneur Montagnier, le comité de l'unité togolaise. C'était une association qui était créée, contre, en fait, les Allemands, les occupants nazis, etc. et tout. Et c'est en transformant cette association, d'une simple association à un parti politique, que c'est parce qu'on a même voulu empêcher Sylvanus Olympio de constituer un parti pour les nationalistes eux-mêmes, parce qu'on commençait à voir que cette personnalité si intelligente, si bien formée, qui n'avait peur de rien, surtout pas des colonialistes, allait leur poser des problèmes, et ils ont contourné la difficulté en changeant de statut au comité de l'unité togolaise pour en faire d'une association un parti politique. Et la première élection à laquelle ils se sont présentés, à cette occasion-là, l'étaient sous la bannière du combat pour la réunification du peuple élevé, lequel peuple élevé avait été divisé entre la colonisation française et la colonisation britannique, c'est-à-dire c'est l'ancien Togo allemand qui avait été ainsi divisé, et les peuples du sud jusqu'au nord de ce territoire, des fois certaines familles, certains champs et autres avaient été ainsi divisés, et donc les populations vivaient comme un coup de couteau dans leur chair vive, cette division artificielle de leur territoire. Et c'est cela que les nationalistes, les premiers nationalistes de l'époque avaient comme flambeau pour se présenter à cette élection, et ils ont été élus majoritairement à cette assemblée représentative du Togo, pour laquelle Sylvanus Olympio a été désigné, dont Sylvanus Olympio a été désigné président. Et pendant son mandat qui va durer pendant 5 ans, puisque les élections ont eu lieu en 1946, de 1946 jusqu'en 1951, eh bien, tout en président aux destinées de cette assemblée représentative, il va continuer d'aller à l'ONU, qui était le pays sous la tutelle de laquelle le Togo était placé. Et je fais bien une différence aujourd'hui entre le fait que le Togo n'a jamais été une colonie française, mais un territoire sous tutelle de l'ONU, placé sous administration de la France.
Ce point-là est capital et tous les Togolais doivent le saisir véritablement pour démontrer à tous ceux qui vont croire que nous avons toujours été avec les Français, donc ils peuvent faire de nous ce qu'ils veulent, qu'en aucun cas cela n'a jamais été. Et donc le nationalisme sourcilleux des Togolais tire son origine de ce fait qu'ils n'ont pas été une colonie française comme l'ont été d'autres territoires, comme la Côte d'Ivoire, le Dahomey de l'époque, le Sénégal, etc., etc., etc. Bon, donc, la manière brillante dont Sylvanus va avoir dirigé cette première assemblée va emmener les colons à se lever contre lui et à manœuvrer pour non seulement faire perdre au culte la majorité qu'il détenait à l'Assemblée représentative du Togo, mais surtout évincer Sylvanus de la présidence de cette assemblée représentative, puisque non seulement ils avaient très fortement affaire à lui au niveau local, au niveau de l'assemblée représentative, mais lorsqu'ils allaient le rencontrer à l'ONU, Olympio ne leur laissait pas de temps. Lorsque vous prenez les comptes rendus des auditions de Sylvanus Olympio par le Conseil de tutelle de l'ONU et la 4e commission de l'ONU, mais vous verrez comment Olympio, mais littéralement, mais tenait la tête aux plus hauts responsables politiques français, notamment les ministres comme les Gaston Defferre, et même y compris Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny qui, à l'époque, avait été ministre dans les gouvernements français de la 4e République et qu'on avait envoyé à l'Ex-Success, c'est-à-dire à New York, au siège de l'ONU, pour porter la contradiction à Sylvanus Olympio. Mais vous avez des reparties où Sylvanus Olympio l'a répondu du tac au tac, un grand responsable politique qui a été ministre de l'Intérieur en France pendant de longues années, Gaston Defferre, mais a également croisé le fer avec Sylvanus Olympio. Et Sylvanus Olympio ne s'est pas laissé démonter par eux, il leur rentrait dedans, leur disait leurs 4 vérités. Et en fait, le fait qu'il ait fait des études à Londres, non seulement à Londres, mais il a continué, après avoir fait ses études économiques à Londres, il a fait des études de droit à Paris, puis à Vienne, en Autriche. Et donc, il était polyglotte, il parlait à la fois le français, l'allemand, et bien d'autres langues africaines, dont le Yoruba, la langue de sa grand-mère, la langue de sa mère, le gourmandché, etc., etc. Donc, c'était quelqu'un qui était très, très, très intelligent. Sachez simplement que à l'examen du certificat d'études qui sanctionne la fin des études primaires, Sylvanus Olympio avait été le premier du Togo. Donc, voyez l'intelligence de la personne. Et donc, ce fait qu'il ne se démontait pas devant les Blancs, qui leur parlaient d'égal à égal, mais avait tellement horripilé les Français qu'on a tout fait. Et c'est un gouverneur qui était en place à l'époque, qui s'appelait le gouverneur Digo, qui a organisé les manœuvres que nous voyons dans les élections d'aujourd'hui, les fraudes électorales que nous voyons d'aujourd'hui. C'est depuis l'époque coloniale, depuis l'époque d'Olympio, que cette chose-là a été instituée. Et donc, c'est cela qu'il a combattu. Et donc, bon, c'est ainsi qu'il a perdu la présidence de l'Assemblée avec son parti. Ils sont restés au début pour suivre le jeu démocratique, mais la grossièreté des manipulations du colonialisme français vont faire en sorte que le CUT, en tant que parti, va systématiquement refuser de participer aux élections des années 1952 jusqu'en 1958. Bon, à une toute première élection en 1952, Olympio présentera sa candidature, sera élu à titre personnel, mais pas en tant que candidat du CUT. Et les autres fois, puisqu'il y a eu beaucoup de réformes dans cette période-là, eh bien, ils ne seront plus présents à l'Assemblée. Un fait extrêmement important à signaler, c'est qu'en 1955, le fait de leur avoir retiré leur place à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée représentative du Togo, ne suffisant pas,
on a monté le gouverneur Digo, puis a monté une machination contre lui, bon, pour, disons, lui faire perdre ses droits civiques. Comment? Parce que lorsqu'il avait travaillé pour le groupe Uni le Vert, vous savez qu'il avait spectaculairement démissionné du groupe Uni le Vert. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut indiquer pour montrer son farouche nationalisme. Les Français ont été voir les Anglais pour leur dire qu'il faut tout faire pour rapatrier Sylvanus Olympio du poste de direction qu'il avait au Togo et l'envoyer à une direction de la multinationale Unilever, soit en France ou alors en Angleterre. Et quand cette proposition a été faite à Sylvanus Olympio, il avait compris que c'était une manœuvre pour l'empêcher de combattre, de mener son combat nationaliste au Togo, qui, à partir de 1951, après une réorientation faite par le CUT, a opté clairement pour l'unification des deux Togos et l'indépendance. Et c'est là où, pour continuer à être fermement attaché, rester dans ce combat, Sylvanus va démissionner du groupe Uni le Vert, et c'est pour avoir, disons, posé ce acte de démission que la maison mère va lui payer ses droits, de fin de contrat avec le groupe Uni le Vert, et cet argent lui a été viré sur un compte au Ghana, puisque c'est la fonction qu'il a eue après le Nigeria, et c'est cet argent que Sylvanus a voulu récupérer pour construire sa maison à Lomé, que les colons français, le gouverneur Digo en particulier, le gouverneur Péchaud après lui, vont considérer comme un trafic de devises qui va servir de prétexte pour lui faire un procès et finalement le déchoir de ses droits civiques. Ce qui fait que de toutes les élections qui auront lieu après, de 1955 jusqu'à 1958, Sylvanus ne pouvait plus se représenter de toute façon, et c'est pour cela que, après la victoire de 1958, eh bien, c'est sur la base d'arrangements que le gouverneur qui était en place à l'époque avait fini par comprendre qu'il n'y avait personne d'autre à désigner comme Premier ministre dans l'histoire du Togo que Sylvanus Olympio. Parce que dans une première tentative... Peux-tu expliquer les conditions de participation à cette élection de 58? Par qui elle a été organisée et sous quelles conditions on a participé, s'il te plaît? Oui, j'en viens. Mais oui, monsieur Amegabi, une minute. Oui. Monsieur Garba, j'aimerais que vous nous... Ce qu'on va faire, vous nous rappelez le programme de Sylvanus pour demain. À partir de ce soir jusqu'à demain, et puis on va revenir sur ça. Pourquoi on annonce le programme comme ça te permettra de respirer et puis de nous la faire courte pour rentrer vraiment dans les enjeux, d'expliquer comment il a été assassiné et tout, etc. Merci. Merci. Demain, très tôt le matin, on a été inspiré effectivement par nos frères également de M66, c'est que dans tout le Togo, ou dans toute la diaspora, dans tout le monde entier, comme vous commencez à le voir sur les réseaux, il faut allumer une bougie. Chez vous, devant votre portail, devant votre porte, allumez une bougie pour qu'on soit en communauté de prière avec Sylvanus Olympio. Ce grand homme, ce père de la nation qui est parti. C'est la première action qu'on demande à tous les Togolais. Vous devez de penser à cette journée. Vous devez de penser à cet homme. Vous devez de penser à ce pourquoi nous nous battons. Et ce qu'il nous a laissé comme héritage, de re-rentrer dans sa mémoire, de prier pour lui, de lui demander pardon, parce que ça fait 63 ans qu'on n'a pas pu, jusqu'à la date d'aujourd'hui, réparer ce crime. Réparer ce crime. Donc ça, c'est un devoir pour nous tous, de comprendre ce pourquoi on se bat et de réfléchir quand cette bougie va brûler, va aller au ciel, de réfléchir de qu'est-ce qu'on peut faire pour effectivement continuer cette lutte que Claude Ameganvi est en train de nous raconter, pas à travers l'histoire de Sylvanus Olympio. Deuxièmement, nous avons deux actions.
on va tous à Agoué à partir de 12 heures. Pour les gens qui peuvent aller à Agoué sur la tombe de Sylvanus Olympio, du père de la nation, nous avons la société civile, les indépendants, les Togolais qui le peuvent, d'aller autour de sa tombe au cimetière catholique d'Agoué pour aller prier, déposer une gerbe. Et il y a une manifestation, il y a vraiment là-bas, la plupart des gens pourront effectivement réfléchir, prier et puis faire les communications, les discours, les messages qui sont nécessaires pour la lutte qu'on est en train de faire, hein, et que il faudrait qu'on aille au bout de cette lutte. Monsieur Gaba, quand vous dites, 2 secondes, quand vous dites l'église catholique d'Agoué, il faut vraiment nous situer parce qu'Agoué, on a beaucoup de localités qui s'appellent Agoué. C'est au cimetière catholique d'Agoué, voilà. C'est au cimetière catholique. D'Agoué à Djigo, hein. Agoué à Djigo, hein, dans le Bénin. Exactement, c'est ça, je veux que tu essaies de dire. Voilà, donc c'est au cimetière catholique d'Agoué à Djigo, au Bénin. Donc pour certains arriveront du Bénin, pour d'autres traverseront la frontière, mais soyez nombreux là-bas, on vous y attend. Toute l'équipe de Sylvanus Olympio Forever s'est organisée pour accueillir les gens qui ont envie effectivement de rendre hommage au père de la nation et au père de l'indépendance togolaise. Ouais. Mais donc, toute la journée. 2 secondes, monsieur Gaba. Pour récapituler, demain, à partir de 11h, vous avez dit, ils disent... non, de midi. Pour 11h, ce qui se peut, voilà. Ok, à l'église catholique d'Agoué Djigo, pas Agoué voilà, de Lomé. Le cimetière catholique, voilà. Pas Agoué de Lomé, Agoué Djigo. Non, Agoué Djigo, ouais. Quand vous franchissez la frontière Bénin-Togo, juste en même temps, vous allez voir, il paraît que c'est l'école, c'est l'église catholique. Il paraît que le cimetière est dans l'église. Donc ne vous attendez pas à voir le cimetière en même temps au bord de la route. Il faut vraiment aller rentrer dans l'enceinte de l'église catholique. C'est là, dans l'enceinte, qu'il y a le cimetière comment on appelle, de Monsieur Sylvanus Olympio. Donc, c'est très important. Non, un instant, Kodovito, juste une petite précision. En fait, pour ceux qui arrivent depuis le Togo, après avoir traversé la frontière de Hilakondi, vous pouvez compter les dodanes. Il y a un premier dodane. Ensuite, un second dodane. Juste après le second dodane, c'est une école, c'est une église, mais en même temps une école catholique. Donc, juste après le second dodane, vous tournez, le premier va à droite, vous tournez, vous rentrez dans l'enceinte de l'école, où il y a aussi l'église. Donc, la cimetière se trouve également dans l'enceinte de l'école, en fait. Merci. Donc, il y a tout un comité d'accueil qui vous y attend. Hein, venez avec vos fleurs, mais sachez que là-bas, toute l'organisation autour de Sylvanus Olympio Forever que nous représentons ici seront là-bas pour vous accueillir et vous faciliter le travail. Il y a également ce qui est important, toute la journée pour ceux qui le peuvent, et surtout au retour d'Agoué à Djigo suite à la visite du cimetière là où est enterré le père de la nation et sa femme est enterrée là-bas, son père est également enterré là-bas. Vraiment, on va passer un moment convivial et un moment de prière. De retour aussi, pour ceux qui le peuvent, toute la journée, sachez que vous avez la possibilité, qui est la troisième action et acte qu'on veut poser pour ceux qui ont le courage, ceux qui ont la détermination, ceux qui ont le défi dans l'âme, ceux qui ont la résistance liée au corps. Vous avez la possibilité de déposer une bougie, une fleur devant la maison de Sylvanus Olympio qu'on appelle la hutte, sur le lieu là où il a été assassiné, hein, il y a le lieu là où il a été assassiné, nous aurons effectivement des militants, des supporters, et soyez nombreux, plus vous êtes nombreux, plus vous êtes protégés autour de cette hutte, de ce monument, autour de ce lieu-là, que vous puissiez effectivement rendre hommage là où le sang, le crime qui a été commis par le dictateur, le sergent-chef de l'armée coloniale française, le cuisinier de l'armée coloniale française qui est revenu des guerres coloniales, est venu assassiner au nom de la France le père de la nation togolaise, et qui fait que jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes dans la douleur, nous sommes dans la souffrance. Le peuple est devenu un esclave dans son propre pays. Et c'est pour ça que cet acte-là, je veux que vous posez cet acte-là, de venir déposer une fleur, un message, une bougie, devant sa maison, devant le lieu de son crime, pour qu'on puisse effectivement réveiller notre âme, espier notre âme, pour que le combat qui est mené par nous tous, hein, par la jeunesse togolaise à travers le M66, par tous les mouvements de lutte,
par toutes les associations, par tous les particuliers, que le cœur du Togo se réveille à nouveau pour qu'on puisse mettre fin à cette dictature. Donc, Lomé et dans tout le pays, d'Anéro, Lomé jusqu'à Saint-Cassé, des bougies dans votre maison, dans votre chambre, devant votre portail. C'est impératif. Devant les lieux où vous estimez que vous pouvez le faire. Ensuite, visite à Agoué à partir de 12h pour ceux qui le peuvent. Et je vous souhaite que vous soyez nombreux. Et le troisième lieu, c'est la visite, le pèlerinage à faire devant le lieu du crime, devant la maison du président de la République du Togo qui a été lâchement assassiné, qu'on appelle la hutte, et devant la place, l'endroit exact là où son sang a coulé. Je vous remercie. L'ancienne ambassade des États-Unis d'Amérique, il faut préciser. Oui, Kodovi Toguin, juste une petite précision encore. Pour ceux qui le peuvent, hein, dès le matin, déjà 8h, 9h, pour ceux qui le peuvent, vous pouvez déjà aller vers la 8, comme l'a décrit tout à l'heure Karl. Vous pouvez y aller en main avec la bougie, soit gerbe de fleurs, des roses, ne serait même une branche. Donc, déjà, à partir de 8h, 9h, nous demandons aux Loméens de se convier massivement vers là-bas, de déposer leurs bougies, de prier. Donc, le lieu, c'est l'ancienne ambassade des États-Unis, à côté de l'hôpital qu'on appelait Bon Secours dans le temps. Merci. Voilà. Pour terminer, excusez-moi, la diaspora ne sera pas de reste. Hein. Chez nous même, dans nos maisons, dans nos appartements, dans nos lieux de vie, allumons cette bougie. Et pour ceux qui peuvent aller devant l'ambassade du Togo de leur pays, allumer cette bougie-là. Montrer une photo de Sylvanus Olympio, c'est un mouvement spontané que moi je recommanderais pour les gens qui sont dans la diaspora, et nous qui sommes également en France, nous ferons le nécessaire. Donc n'oubliez pas de faire des photos, de nous envoyer, comme l'a demandé Kodjobi Toguin, envoyez les photos, distribuez votre témoignage à travers les réseaux. C'est ça le défi qu'on a demain. Toute la journée, le réseau doit être inondé de photos de bougies, de photos de Sylvanus Olympio, de témoignages, de votre témoignage, de nous poser des questions, posez-nous des questions. Parce que si vous nous posez des questions, c'est que vous avez réfléchi à ce qui vous êtes. Pourquoi vous êtes Togolais? Pourquoi aujourd'hui les Nyasingbe vous empêchent de respirer? Pourquoi les Nyasingbe ont confisqué ce pays-là au service de la France et de l'impérialisme français? Pourquoi on n'arrive pas à dégager ce pouvoir-là? C'est en se posant ces questions-là que vous comprendrez les chemins qui vont nous mener à la libération. Merci à vous tous. Si tu le permets, je vais donner la parole à M. Claude Amégavi, mais en lui posant précisément une question. Oui, maintenant, nous allons beaucoup plus parler, on va gentiment aller vers l'assassinat de ce monsieur. Nous avons compris qu'il a été élu Premier ministre et par la suite, après les élections de 58, nous avons obtenu l'indépendance du Togo et il est devenu le premier président, le père de l'indépendance et le père de la nation. Est-ce que vous pouvez nous parler, vous pouvez nous dire maintenant, pour quelles raisons précisément il a été tué? Donc ça, je vous prierai de nous parler du franc CFA et également nous parler un peu des projets qu'il a eu à initier pendant les 2 ans et demi de son mandat, le port autonome et quelques grands projets, s'il vous plaît. Merci. Bon, merci, Pascal. Précisément, un mois, presque jour pour jour, avant cette date fatidique du 13 janvier 1963, c'est-à-dire à la date du 12 décembre 1962, Sylvanus Olympio promulguait la loi portant création de la Banque centrale du Togo et approuvant ses statuts. Et donc, dans cette loi était défini également le franc togolais. Un mois après, jour pour jour, je dis bien, la loi, il a promulgué le 12 décembre 1962, un mois jour pour jour après, le 13 janvier 1963, il était assassiné. Pourquoi? Tout simplement parce que, mais pour l'impérialisme français, représenté par la personne de Charles de Gaulle à l'époque, mais c'était une loi qui menaçait l'existence même de l'État français. C'est comme ça que eux le considéraient. Pourquoi? Vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais la France a été le théâtre des affrontements militaires.
Et donc, le pays était sorti totalement détruit. Et ce n'est pas seulement les affrontements troupes nazis de Hitler et les troupes alliées, notamment les Américains, les Anglais, qui ont détruit le territoire de la France, mais même y compris ceux qui sont venus libérer l'État français, le territoire français, ont tout fait pour détruire les infrastructures françaises, notamment les avions américains, lorsqu'ils survolaient l'État français, lançaient leurs bombes pour détruire les usines, etc. Et donc, la France, au sortir de la guerre, était un État totalement exsangue, totalement détruit, et avait besoin, au-delà de ce qu'on appelait le plan Marshall, qui était ce plan de la reconstruction de l'Europe proposé par les Américains, chaque État était confronté à la nécessité de trouver des financements pour reconstruire ses infrastructures. Or, la France ne pouvait pas faire cela s'il arrêtait le pillage des colonies. Et une des formes du pillage des colonies, c'était le contrôle de leur monnaie, puisque c'est à travers la monnaie que tout se négocie. Et vous savez que à l'accession des pays à l'indépendance, le gouvernement français proposait un protocole de coopération aux chefs d'État nouvellement ayant nouvellement accédé au pouvoir. Claude, tu me permets? Attends, 30 secondes, tu me permets. Si tu sautes l'épopée qui a amené à l'indépendance et comment s'est passée la guerre d'indépendance et les contraintes qu'on a eues pour avoir l'indépendance et ce qu'on a dû payer pour avoir l'indépendance, on aura du mal à comprendre le franc CFA. Excuse-moi, c'est une interrogation et c'est une demande qui remonte parce que des gens trouvent qu'on a sauté des passages. J'ai fini. Bon. Ok, merci. Donc, vous voyez, c'est un peu difficile, l'exercice, parce que j'avais prévu justement dans mon développement précédent d'expliquer tout cela fidèlement avant d'en arriver à ce point, mais comme il a fallu faire court et aller à l'essentiel, bon, j'ai bien évidemment voulu sauter des étapes pour en venir à cette question qui a été posée précisément par Westcal. Mais peu importe, on va essayer de s'en sortir et de s'en sortir assez bien. Bon, je termine ma présentation pour revenir à ce que Karl a dit pour bien l'expliquer après. Et donc, l'État français avait besoin du pillage de ces colonies à travers leur monnaie, puisque c'est la monnaie qui permet de tout acheter. Et donc, tous les États nouvellement indépendants avaient été obligés par l'État français, mais de déposer une partie de leur devise au trésor français, et ils ne pouvaient en utiliser que la moitié pour leurs propres besoins. Et tout le reste, mais servait visiblement, bien évidemment, à la reconstruction de l'État français. Bon, donc c'est cela qui s'est passé. Et donc c'est contre cela que Olympio, qui lui est plutôt de tradition anglo-saxonne, parce qu'ayant fait ses études à Londres et ayant vu toutes les anciennes colonies britanniques créer leur monnaie à leur accession à l'indépendance, lesquelles monnaies avaient fusionné avec la monnaie britannique, la livre sterling, dans des accords de coopération gagnant-gagnant entre les parties. Cela, l'État français ne pouvait pas le concevoir parce que ça mettait à égalité, sous une certaine forme relative d'égalité, les États nouvellement indépendants et l'ancienne tutrice coloniale. Or, la France, elle, avait besoin de vassaliser totalement les nouveaux pouvoirs qui étaient là. Et donc, le fait que Sylvanus Olympio ait cherché à soustraire l'économie togolaise du contrôle de l'État français, c'est ça qui est le crime impardonnable que l'État français c'est pour cela que l'État français lui en a voulu. Et donc, pour De Gaulle, il n'y avait pas d'autre solution que son assassinat, sa liquidation physique, qui ait pu régler cette question. Et vous comprendrez aussi, à partir de là, que tout ce qui s'est passé après, dans tous les autres pays d'Afrique, a été de telle sorte que tout pays qui chercherait à s'émanciper ou qui aurait des désirs de se soustraire du contrôle
de l'État français sur son économie à travers la monnaie, ben, tout chef d'État qui entreprenait cela était victime d'un coup d'État. Et lorsqu'il n'était pas assassiné, il était démis du pouvoir dans les conditions les plus rocambolesques. Bon, donc, pour revenir à ce que je disais avant, à l'accession, comment s'est passée la lutte pour la conquête de l'indépendance au final? Je vous ai expliqué que en 1955, il y a eu cette tentative où il y a eu cette volonté délibérée d'exclure de ses droits civiques Sylvanus Olympio. Et en 1958, la façon que les nationalistes, ou ce qui a pu permettre aux nationalistes de gagner ces élections législatives qui finalement ont tenu lieu de référendum sur l'indépendance nationale, mais était une réalité que toutes les élections qui sont organisées, en gros, à partir de 1952 jusqu'en 1956, étaient systématiquement truquées par le pouvoir colonial français. C'est pourquoi j'expliquais tout à l'heure que les fraudes électorales qu'on voit aujourd'hui ne datent pas seulement d'aujourd'hui. C'est l'impérialisme français, le colonialisme français plus précisément, qui les a inaugurées à l'époque pour tenir les nationalistes hors des institutions françaises, c'est-à-dire assemblée locale et tout le reste. Bien. Et à chaque fois que ces fraudes avaient lieu, les nationalistes, et en particulier Sylvanus Olympio et les autres, notamment Maître Anani Santos de la Juventus, mais des autres partis nationalistes également, allaient à l'ONU dénoncer systématiquement ces fraudes et exiger que l'ONU envoie une commission pour superviser l'organisation des élections. À force d'insister et d'insister là-dessus, ils finiront par obtenir que, après de catastrophiques élections qui ont eu lieu en 1956 et qui ont institué une république autonome du Togo pour faire pièce à l'accession du Togo à la souveraineté internationale, c'est-à-dire à son indépendance, alors que le Ghana, en 1957, accédait ou marchait vers la proclamation de son indépendance. C'est cela qui a poussé les Français à chercher à inventer ce nouveau statut de République autonome du Togo, pour lequel ils ont organisé une nouvelle mascarade électorale sous la forme d'un plébiscite pour adopter par voie référendaire le nouveau statut par lequel ils ont créé cette République autonome du Togo. Les nationalistes, en allant le contester très fortement à l'ONU, vont obtenir de l'ONU que de nouvelles élections soient organisées au Togo qui puissent permettre aux Togolais d'avoir le contrôle sur leurs institutions. Et au final, l'ONU va accepter d'envoyer une mission de supervision de ces élections, dirigée par le haïtien Max Doxinville, et c'est lui qui va venir avec toute une équipe au Togo qui va être disséminée sur tous les territoires. Bon, vont contrôler les listes électorales, vont contrôler les processus, tout le protocole électoral, pour limiter précisément les fraudes auxquelles on assistait de manière systématique jusqu'alors. Et c'est parce que ces fraudes ont été limitées à l'époque que les nationalistes ont pu finalement gagner ces élections de 1958, avec la preuve qu'ils ont apportée que ce qu'ils venaient dénoncer à l'ONU jusque-là systématiquement, mais eux-mêmes ils venaient de le voir, que lorsqu'ils sont là et qu'ils ouvrent les yeux, ils contrôlent le processus, eh bien leurs adversaires, qui sont les suppôts du colonialisme français, à travers des partis dits nationaux, mais qui étaient des prolongements des colons français, c'est-à-dire le Progrès, le PTP, et l'UCPN, l'Union des chefs des populations du Nord, qui est une formation politique, mais artificiellement créée par le pouvoir colonial, en regroupant les chefs du Nord qui étaient réfractaires à toute idée de civilisation dans le nord du pays. Songez même qu'au début, ils refusaient même qu'on construise des écoles dans le nord du pays, à partir de Sokodé jusqu'au Grand Nord.
Et donc, il a fallu batailler fermement contre cela avant que ne soit acceptée l'idée de la création des écoles à l'intérieur, dans ces zones reculées du septentrion du pays. Et donc, c'est après avoir remporté cette victoire du 27 avril 1958, laquelle victoire a surpris les nationalistes eux-mêmes, que Sylvanus Olympio va être désigné par le gouverneur français d'alors comme Premier ministre pour diriger la nouvelle assemblée, pour diriger le nouveau gouvernement qui va être mis en place, lequel gouvernement va être constitué dès le mois de mai 1958 et qui va, quelque temps après, entreprendre des négociations avec le gouvernement de Charles de Gaulle sur la procédure d'accession du Togo à l'indépendance 2 années après, Sylvanus Olympio estimant que pour un grand événement de la sorte, il n'y avait pas suffisamment d'infrastructures au Togo pour que cette célébration soit faite dans la dignité, mais aussi et surtout, c'était un délai qui s'était imparti pour que les nationalistes puissent prendre le contrôle des institutions avant la proclamation de l'indépendance, pour que, une fois les rênes du pays dans leurs mains, il n'est pas, le contrôle de ces institutions-là ne puisse pas leur échapper. Et donc, il va prendre ces 2 années pour préparer la proclamation de l'indépendance en construisant des routes, en construisant l'hôtel Le Bénin, qui n'existait pas à l'époque, en construisant surtout un monument, le monument de la place de l'indépendance qui matérialise cette indépendance chèrement acquise au prix d'énormes sacrifices, au prix d'une dette de sang, parce que le combat des nationalistes contre le pouvoir colonial français a été sanglant. Rappelez-vous, il y a eu des massacres qui ont jalonné toute cette période-là, notamment à Pia, à Vaughan, partout ailleurs à l'intérieur du pays, lorsque l'ONU envoyait des missions de visite au Togo, pour aller contrôler sur place la manière dont le pays était géré. Le pouvoir colonial français organisait la terreur pour que les populations ne puissent pas aller rencontrer les membres de la mission, alors que c'était précisément ce pourquoi ils étaient venus. Et c'est le refus de l'administration de laisser les populations accéder à la mission de visite qui avait emmené notamment à ce que, lors de la visite de l'une de ces missions, il y a eu le massacre bien connu de Pia Odo, qui est rentré dans les livres d'histoire après. Donc, la lutte a été farouche, a été terrible, a été sanglante, et donc ce n'est pas un cadeau qu'on a fait aux nationalistes en leur octroyant une indépendance. C'est une lutte qui a été, c'est une indépendance qui a été arrachée de haute lutte. Contrairement à beaucoup d'autres pays d'Afrique où l'impérialisme français, se rendant compte qu'il y avait un vent qui balayait toute l'Afrique et qui allait dans le sens de l'accession à la souveraineté internationale des États, a poussé même certains pays et certains dirigeants qui ne voulaient pas de l'indépendance au départ à la prendre, bien malgré eux, et plaçant ces pays dans une situation un peu différente de celle de la nôtre. Et donc, une fois installé au pouvoir et une fois avoir proclamé l'indépendance du Togo, Sylvanus Olympio va chercher va s'organiser pour développer les infrastructures du pays, en construisant des hôpitaux, en construisant des routes, en construisant des écoles. C'est là notamment où le premier lycée, le lycée de Tokoin, aura été inauguré en 1962. À l'intérieur du pays, il va développer une politique d'appui au secteur agricole, de modernisation des cultures, et surtout, il va travailler à ce que la jeunesse, en liaison avec cette activité culturelle, soit préparée à développer l'agriculture avec de nouvelles méthodes, notamment la mécanisation. Et c'est ainsi qu'il va instituer ce système qui a été appelé
la jeunesse pionnière agricole, où avec l'aide de l'État d'Israël et des encadreurs venus directement des kibbutz israéliens, on a construit des centres où on apprenait aux jeunes à développer de nouvelles cultures. Monsieur Claude Gabi, une question. Oui. Quand on a eu l'indépendance, dans combien de temps Sylvanus a eu à construire tout ça, à faire tout ça là, tout ce que vous citez là? Songez, l'indépendance a été proclamée en 1900. Parce que, bon, moi je dis que même s'il était aux affaires, il était Premier ministre du Togo jusqu'en 1960, il n'avait pas entièrement le contrôle sur les institutions puisqu'il y avait un gouverneur qui était encore là. Bon. Et c'est à partir de 1960, une fois l'indépendance réellement proclamée, qu'il va avoir les mains libres pour faire tout ce qu'il avait dans sa vision. Parce que c'est toute une politique qu'il avait et qu'il présentait à la population dans des causeries qu'il avait à la radio chaque mois, une fois par mois. Vous avez des échanges du président de la République avec le peuple togolais et où il expliquait ses projets de manière à les faire partager à la population. Donc, comptez tout simplement 1960, 1961, 1 an, 1962, 2 ans. Et c'est au bout de la deuxième année, puisque on ne peut pas compter 1963, puisque c'est au tout début, dès le mois de janvier, qu'il aura été assassiné. Donc, en réalité... En 2 ans, j'écris ce jour. Sylvanus Olympio nous a fait tellement tout ça là, juste en 2 ans. Ça veut dire juste que en 2 ans. Il était vivant même 10 ans, avant qu'on ne le tue, le Togo serait aujourd'hui tellement loin que vous ne pouvez même pas l'imaginer. Et donc, c'est ça qui nous amène aujourd'hui à dire que la vision qu'il avait pour le Togo et les plans qu'il a développés dans ces projets dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il présentait à la population, sont toujours d'actualité aujourd'hui. Vous reprenez ces projets. Est-ce que vous savez que, par exemple, la création de la CEDEAO, que Eyadema a fait par la suite avec Gowon, mais était un projet de Sylvanus Olympio? C'est lui qui, en discussion avec le gouvernement du Nigeria, Si Aboubacar Tafawa Balewa, qui lui également a été formé aux écoles anglaises comme lui, ont eu à l'idée de développer, disons, une union économique entre les États de l'Afrique de l'Ouest. Et ceci, bon, pour se distinguer de Nkrumah, qui lui voulait une union politique plutôt, avec ces conférences panafricaines. Mais vous vous rendrez compte, au final, que, en réalité, un des aspects du projet de Nkrumah n'était rien d'autre que l'annexion du Togo britannique à la Gold Coast pour constituer le Ghana. Parce que ce qui a été fait là est totalement illégal. Et même jusqu'aujourd'hui encore, les Togolais peuvent combattre et exiger que le Togo britannique soit restitué aux Togolais pour reconstituer le Togo uni d'avant. Puisque la division, je vous ai dit tout à l'heure que les territoires étaient placés sous tutelle de l'ONU, normalement, il revenait à l'ONU d'émanciper les deux territoires en même temps. Et les nationalistes à l'ONU s'étaient battus pour que tout le processus d'indépendance passe d'abord par la réunification des deux Togos dans un processus préalable qui les amènerait ensuite à l'indépendance, pas au calendrier grec, mais dans un temps court, puisque tout cela avait été limité précisément pour qu'au plus tard, 1960, la plupart des États deviennent indépendants. Donc cela était faisable. Mais la Grande-Bretagne, avec tout ce qu'elle a pillé au Togo britannique pendant tout le temps qu'elle a eu à administrer le territoire, et elle s'est organisée pour que dès que l'administration du Togo britannique lui a été confiée, elle jumelle, ou elle fusionne plutôt les administrations de la partie occidentale de la Gold Coast de l'époque, c'est-à-dire celle qui était adjacente à ce qu'on appelle le Togo britannique aujourd'hui, et les institutions du Togo britannique.
C'est-à-dire les chefferies étaient communes, les administrations étaient communes, les productions étaient communes, leur comptabilisation dans les comptes de cette région était commun. C'est-à-dire que eux, dès le début, ils avaient clairement à l'esprit d'annexer purement et simplement le Togo britannique à la Gold Coast. Et dès 1951, il y avait un plan secret que les nationalistes ont découvert par la suite, qui était un projet par lequel le gouvernement de Nkrumah, qui est devenu Premier ministre à partir de 1951 au Ghana, à la Gold Coast de l'époque, après sa sortie de prison, c'est dès 1951 que le projet d'annexion du Togo avait été concocté dans un document vêtu du sceau hautement confidentiel et que les nationalistes ont diffusé par la suite dans les journaux new-yorkais. Et quand on les a interpellés à l'ONU sur ça, ils ont dit que tout cela était bien évidemment faux, mais c'est la réalité qui s'est imposée par la suite, puisque à partir de 1952, la colonisation britannique va faire un coup de force en disant qu'elle envisage de donner l'indépendance à sa colonie de la Gold Coast, et dans ce cadre-là, elle propose que le territoire dont elle avait le contrôle, qui est le Togo britannique, soit rattaché à la Gold Coast. Bien évidemment, les nationalistes togolais et ceux de la Volta Region et du Togo britannique ne l'ont pas accepté. On a organisé un simulacre d'élection dans cette région-là, mais ces élections devaient donner une majorité qualifiée avant qu'on accepte toute décision d'annexion du Togo britannique à la Gold Coast. Mais la majorité qualifiée n'a même pas été obtenue, et c'est un coup de force qui a été fait en rattachant artificiellement le Togo britannique à la Gold Coast. Bon, bien évidemment, dans ce contexte où partout il y avait des colonies, le fait d'avancer vers des États indépendants était quelque chose qui plaisait à tout le monde. Tout le monde était content de sortir enfin des bras ou des mains des administrateurs étrangers, blancs et tout. Et donc, du côté de la Gold Coast et des colons britanniques, on expliquait que enfin les Africains allaient être libres de pouvoir diriger leur pays par eux-mêmes. Et donc, il ne fallait pas trop regarder ceux-là qui voulaient que on prenne du temps, qu'on retarde le processus. Et c'est par ce coup de force que dès 1951, comme vous l'avez vu, la colonisation britannique a octroyé l'indépendance à la Gold Coast et en même temps a fusionné le Togo britannique à la Gold Coast. Bon, jusqu'aujourd'hui, on ne l'accepte pas. Et on pourra, à l'avenir, réclamer que le droit soit respecté, surtout que cette majorité qualifiée qui était inscrite dans les statuts comme de l'ONU, comme préalable à toute annexion, n'a pas été atteinte. Et, Monsieur Amegavi, on a une question de Monsieur Dissoro avant qu'on ne tombe dans comment ils l'ont assassiné. Donc, Monsieur Dissoro, allez-y pour votre question. Merci beaucoup, Monsieur Claude Amegavi. Donc, les gens m'ont donné des questions ici pour poser, donc, mais je vais poser seulement que 2 questions. Première question, les gens veulent savoir comment l'appelle-t-on? Est-ce que, après l'assassinat de Sylvanus Olympio, là, est-ce que c'est sûr que c'est son corps qui a été enterré au Bénin? Ça, c'est un. Deuxième question, après enterrer le corps de Sylvanus Olympio là, est-ce que son corps n'a pas été déterré pour des rituels sataniques de ces mêmes personnes qui l'ont assassiné, Donc, c'est ça les 2 questions, quoi. Donc, Monsieur Claude Amegavi, on va profiter pour rentrer dans comment ils l'ont assassiné, pour pouvoir déboucher sur les questions de Dissoro qui vont dans ce sens aussi. D'accord. Ok. Bon, donc je vais répondre à cette dernière partie avant de donner la précision sur la question du corps. Bon, donc comme je l'ai indiqué tout à l'heure, après le vote de la loi du 12 décembre 1962, eh bien, le gouvernement, les autorités françaises ont commencé à orchestrer, à sélectionner leurs hommes pour faire le coup d'État. Et de ce point de vue, ils ont eu la part facile puisque ils avaient des hommes à leur service.
c'est précisément ceux-là même qui se sont enrôlés dans l'armée française pour aller combattre les nationalistes qui luttaient pour l'indépendance de leur pays en Indochine, en Algérie. Et quelqu'un comme Yadema, à l'époque, avait fait et les guerres d'Indochine et les guerres d'Algérie, puis d'autres Togolais. Hein. Bon, il faut savoir également que à l'époque, dans certaines parties du Togo, bon, comme il n'y avait pas beaucoup de travail, bon, les gens préféraient s'enrôler dans l'armée, partir dans ces guerres-là, et parce que lorsqu'on partait là-bas, on avait sa solde, et au retour, en étant démobilisé, on avait un petit pécule pour faire ses petites affaires, son petit commerce, etc., en guise de retraite. Et donc, il y avait certains, bon, qui le faisaient pour cela. Et donc, toutes ces personnes, à l'accession des différents pays à leur indépendance, ont été démobilisées des troupes françaises. Et ayant été démobilisées, toutes ces personnes sont rentrées dans leur pays. Et dans le cas du Togo, comme pour d'autres pays certainement, elles ont demandé à être enrôlées dans les forces de défense qui étaient présentes sur le territoire, notamment au Togo, la gendarmerie et la garde nationale qui était bon, une unité militaire qui existait, qui n'était pas si nombreuse que ça. Et Olympio avait beaucoup de méfiance par rapport à ces personnes qu'il ne portait pas dans son cœur d'abord, pour la raison simple que ceux qui ont été combattre des nationalistes qui, comme eux, combattaient pour l'indépendance de leur pays, bon, ils ne pouvaient pas, franchement, avoir de la sympathie pour eux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il estimait que le peu d'argent que le Togo avait devait être consacré à ses projets d'infrastructure et de développement. C'est ce que j'avais expliqué auparavant sur les réalisations qu'il avait faites, hein, notamment en se tournant vers un certain nombre de pays de manière privilégiée, notamment l'Allemagne, hein, l'ancienne puissance colonisatrice, ou la Yougoslavie, hein, du maréchal Tito, qui est venu faire un voyage ici, au Togo, où un accord a été signé pour la construction du barrage hydroélectrique de Pimé, hein, qui était une première, hein, bon, dans la sous-région Afrique de l'Ouest à l'époque, et bien d'autres projets de la sorte. Et donc, Olympio préférait investir le peu de ressources que l'État togolais avait dans ces projets-là, d'autant plus que, à l'accession à l'indépendance, il s'était trouvé confronté à une énorme dette que le gouvernement fantoche que l'impérialisme français avait mise en place avec le Parti togolais du progrès et l'Union des chefs des populations du Nord, UCPN, avait été poussé à fortement endetter le pays pour que l'État français continue à avoir son contrôle, hein, sur le Togo. Et Olympio ayant découvert, hein, cette dette colossale, hein, que leurs adversaires avaient créée, hein, bon, avant de disparaître, bon, un économiste avisé qu'il était, a décidé de mettre en place une politique d'austérité et de rembourser à l'État français la prétendue dette qui avait été délibérément créée par leurs anciens adversaires. Tant et si bien que, avant la proclamation de l'indépendance du Togo, le Togo n'avait plus aucune dette vis-à-vis de l'État français. Et c'est un fait qui a tellement étonné les Français que des articles de presse de l'époque expliquaient ce miracle qui avait été réalisé au Togo, se disaient qu'ils ne comprenaient pas comment cela a pu arriver et autres, mais simplement parce que Olympio voulait avoir les mains libres, hein, bon, de toute suggestion de quelque nature que ce soit à l'État français sur le plan économique. Et c'est d'ailleurs cela qui l'a poussé par la suite à chercher à créer sa monnaie, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, comme cela a été fait dans les autres colonies britanniques. Et donc, tous ces projets-là, bon, je reviens à, pardon, les gens démobilisés, hein, des troupes que les Français avaient sous la main, et c'est eux qui ont été poussés avec l'ambassadeur de France qui était à Lomé à l'époque, Henri Mazoyer, et le colonel Métrier, qui était un officier français
qui commandait la gendarmerie nationale togolaise. Le paradoxe avec ce monsieur, c'est que quelques mois auparavant, Sylvanus Olympio venait de le faire avancer en grade, puisqu'il avait fait évoluer au grade de commandant de la gendarmerie à l'époque par un décret qu'il avait signé. Ça donnait lieu à une grande fête, mais il ne savait pas qu'en faisant cela, eh bien, il l'installait dans le cœur, dans le ventre du Togo, celui-là même qui allait orchestrer le coup d'État visant à son assassinat. Et donc, c'est à ces deux personnalités, Henri Mazoyer, l'ambassadeur de France, et le commandant Métrier, que l'État français du général de Gaulle, à travers son ministre des Affaires africaines et malgaches, le tristement célèbre Jacques Foccart, va prendre contact avec leurs représentants sur le sol national pour que, à travers les demi-soldes qui ont été démobilisés des troupes françaises à la fin des guerres d'Algérie, soit concocté ce fameux complot qui a abouti à son assassinat au petit matin du 13 janvier 1963. Oui, monsieur Claude Amégambi. C'était dans l'air. Oui, monsieur Claude Amégambi. Oui. Merci. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui s'est passé la nuit du 12 au matin du 13 janvier à 6 heures, s'il vous plaît? Oui, c'est justement cela dont je parlais. C'est précisément avant ce petit matin du 13 janvier 1962, des rumeurs de complot et de coup d'État circulaient ouvertement dans le pays. Une première tentative devait être faite à l'occasion de l'inauguration du Centre culturel français, qui est à côté de Fleur Jardin. Bon, si ceux qui connaissent bien Lomé se rappellent que c'est là où le Centre culturel français était avant. Et Sylvanus Olympio avait été invité à venir assister à cette cérémonie. Mais prudent, il n'y a pas été. Il a désigné un de ses ministres pour le représenter à cette cérémonie. Et les rumeurs n'en ont pas continué, pas moins. À telle enseigne que, à la veille du coup d'État, eh bien, le ministre de l'Intérieur, Théophile Mali, avait eu l'information que quelque chose se préparait dans cette nuit-là et qu'il fallait être vigilant, puisque on avait réussi à subtiliser un courrier que les chefs poutistes, c'est-à-dire l'ambassadeur et Métrier, s'étaient échangés pour dire que c'est cette nuit-là qu'il fallait passer à l'action. Le document a été photocopié, emmené à Théophile Mali, et c'est vrai qu'on avait alerté Sylvanus Olympio sur quelque chose qui se préparait contre lui et qui pouvait aboutir à son projet d'assassinat. Mais confiant dans tout ce qu'il faisait pour le Togo et les Togolais, et vu toute l'audience qu'il avait à l'époque, parce que pour beaucoup de gens, celui qui avait dirigé la lutte pour la conquête de l'indépendance, mais c'était quelqu'un. Olympio était au fait de sa popularité, était adulé par les populations, et donc il ne pouvait nullement penser que les gens décideraient de passer à l'acte pour exécuter son élimination physique. J'ajoute que quelques jours avant le 13 janvier, mais Jacques Foccart était arrivé à Cotonou. Et en fait, c'est de Cotonou que tout a été préparé et ce coup-là exécuté. Des gens ont fait la navette entre Lomé et Cotonou dans la nuit, des allers-retours sans arrêt et tout, pour avoir des informations, recevoir des directives et autres. Et donc, dès la nuit du 12 janvier, eh bien, des gens se sont présentés, un premier commando s'était présenté pour tenter d'arrêter le président en tirant des coups de feu sur sa maison et en investissant son domicile. Mais lui, dès que les coups de feu ont commencé à siffler, eh bien, il a compris effectivement que ce dont on l'avait alerté avant était en cours d'exécution et il s'est organisé pour s'échapper de son domicile qui était mitoyenne
à l'ancien ambassadeur ou à l'ambassade des États-Unis d'Amérique d'alors, hein, qui était de l'autre côté, hein, de sa maison, et il a réussi à passer le mur de séparation, hein, des deux domaines, bon, pour aller se réfugier dans un véhicule qui était garé dans la cour de l'ambassade. Cela dès les environs des par là jusqu'au petit matin. Et c'est au petit matin où, après que le commando ait tenté de le localiser dans sa maison en vain, où une indiscrétion va faire savoir qu'il est dans la maison, et cette indiscrétion vient d'où? Elle vient de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Parce que, ayant cherché désespérément Olympio dans sa maison et ne l'ayant pas trouvé, les responsables du complot, de ce complot-là, les responsables français, les autorités françaises responsables de ce complot, ont commencé à se demander si quelque chose ne s'était pas passé sous la forme, hein, d'un refuge de Sylvanus Olympio à l'intérieur de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Et c'est l'ambassadeur français Henri Mazoyer qui a pris son téléphone pour appeler, hein, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à l'époque pour lui demander, d'abord pour l'informer qu'il y avait des coups de feu qui étaient tirés dans les environs de son ambassade, s'il était au courant. L'autre a dit non, et il a exhorté à aller regarder ce qui s'y passait. Et donc celui-ci, hein, Léon Poulada, ayant quitté son domicile, a été à l'ambassade, a ouvert les portails, puisque, bon, à l'époque, il y avait une telle sécurité dans le pays que, bon, on ne pouvait pas imaginer que quelque chose de ce genre arriverait. Je pense même qu'il n'y avait pas de gardien à l'ambassade à l'époque. Donc, il a pris les clés de son domicile, seulement du portail, a ouvert le portail, a été dans la cour, a circulé pour voir s'il y avait une présence humaine. Et c'est finalement en le voyant du fond de la voiture où il s'était réfugié que Sylvanus Olympio, l'ayant reconnu, l'a interpellé en lui disant effectivement qu'il se trouvait là. Et l'ambassadeur Léon Poulada, bon, lui a dit que malheureusement il n'avait pas sur lui les clés donnant accès aux locaux de l'ambassadeur, de l'ambassade, qui n'avait que les clés du portail, et qu'il fallait qu'il retourne à son domicile, aller chercher les clés donnant accès au bureau. Et donc, il quitte l'ambassade, retourne chez lui, reprend le téléphone, appelle l'ambassadeur Henri Mazoyer et lui dit qu'effectivement, ayant été dans son ambassade, il a vu que Sylvanus Olympio était effectivement caché, hein, dans un véhicule à l'intérieur de la cour de son ambassade. Bon. Et donc, que de ce fait, il allait retourner, hein, bon, ouvrir les bureaux, bon, pour qu'il puisse s'y réfugier et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ambassadeur français Henri Mazoyer a pris son téléphone, a appelé le commandant Métrier en lui disant: ah, il est dans l'ambassade des États-Unis, dans un véhicule, dans la cour de l'ambassade. Et en bafouement des règles de protection diplomatique, puisque une ambassade bénéficie, hein, des lois d'extraterritorialité dans un pays, c'est-à-dire que c'est une ambassade des États-Unis dans un pays, c'est comme si c'est le territoire américain qui était là. Et même la police n'a pas le droit, hein, sans l'autorisation de l'ambassadeur, d'entrer dans ce domaine-là. Et donc, c'est en violation de cette règle d'extraterritorialité qui protège les ambassades que le commandant Métrier aura envoyé son commando aller capturer, franchir d'abord illégalement les murs de l'ambassade, le portail de l'ambassade, aller se saisir de Sylvanus Olympio dans le véhicule où ils l'ont finalement retrouvé, le sortir, ouvrir les portails, et lorsque celui-ci, en sortant de l'ambassade, se rendait compte qu'il ne bénéficiait plus de la protection, hein, en vigueur, en application des lois d'extraterritorialité, il a voulu résister, et c'est là où Eyadema, qui avait été instruit par le colonel, le commandant
par le colonel, le commandant Métrier, avant qu'il ne parte capturer Sylvanus Olympio, Métrier lui avait dit qu'il fallait, dès qu'il l'aurait pris, que lui, il abatte, et c'est à lui qu'il a chargé cette mission en particulier, et c'est ce qui s'est passé, puisque Eyadema aura rafalé Sylvanus Olympio en l'enteignant de balles au bas-ventre, au cœur et même à la tête. Il paraît que son bas-ventre était complètement broyé, il pissait son sang de partout, et ils l'ont laissé sur le sol, sont partis à la gendarmerie rendre compte au commandant Métrier. Et c'est là où une autre information leur est venue, leur apprenant que s'ils n'avaient pas coupé les veines du poignet à Sylvanus Olympio, ils n'avaient rien fait, et donc il fallait qu'ils retournent terminer le travail. Et donc ils y sont retournés en arrivant. Eyadema a pris son couteau pour lui taillader les veines du poignet, et Sylvanus Olympio, et après il lui a planté un coup de son couteau de commando dans la jambe gauche, dans la cuisse gauche, en expliquant à ses camarades que c'est comme ça qu'il faisait en Algérie, pour bien vérifier que ses victimes étaient bel et bien mortes. Et donc Sylvanus Olympio s'est complètement vidé de son sang à la devanture de l'ambassade, et c'est dans cet état-là qu'on le découvrira le petit matin. Et l'ambassadeur Henri Mazoyer, l'ambassadeur américain Léon Poulada, en revenant, après avoir pris les clés de ses bureaux, pour y installer Sylvanus Olympio, va découvrir quoi? Va découvrir son corps dans une mare de sang devant son ambassade. Et c'est là d'où il va partir, aller voir le révérend père Jean Guipi à la cathédrale, qui officiait à la messe du matin, et ensemble ils vont aller devant l'ambassade. C'est eux qui vont ramener le corps de Sylvanus à l'intérieur de l'ambassade, aller prévenir la famille avant que la famille n'organise le transfert du corps de l'ambassade à la maison d'Octaviano Olympio, qui est le centre commercial Olympio, le CCO du grand marché d'aujourd'hui, où le corps a été gardé le temps que le révérend père Jean Bipi et une délégation de la famille aillent rencontrer les mutins pour négocier avec eux le rapatriement du corps de Sylvanus Olympio sur Agoué, où son père avait demandé qu'on lui ramène son fils pour qu'il puisse l'enterrer dans la dignité, parce que il n'avait pas compris ce qu'il avait fait pour mériter un châtiment ou un traitement aussi bestial. Et il faut se rappeler à l'époque que le précédent qu'il y avait eu en Afrique était celui de l'assassinat de Lumumba, où son corps, effectivement, avait été totalement profané et dissous dans un bac d'acide par les exécutants belges de sa liquidation physique. Et donc, pour que le corps de Sylvanus échappe également à ce tragique sort, eh bien, la famille, avec l'aide de la hiérarchie catholique de l'époque, va transférer son corps au Bénin, où il va être enterré le lendemain, ou le surlendemain de son arrivée, en présence des autorités dahoméennes qui étaient venues. Et il faut bien indiquer que certaines des autorités dahoméennes ont trempé ou ont commis la plus haute trahison à l'endroit de Sylvanus Olympio, parce qu'ils détenaient un secret sur lui qu'ils ont livré. C'est l'histoire des veines qui lui ont été coupées. Sans ce témoignage-là, peut-être que Sylvanus Olympio aurait été vivant, serait resté en vie bien longtemps après cette tragédie-là. Et le Togo ne serait pas dans la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Alors, à la question qui est posée sur le point de savoir si le corps de Sylvanus Olympio a été déterré de l'endroit où il se trouve, du lieu où il se trouve actuellement au cimetière catholique d'Agoué, pour des rituels sataniques et autres. Je ne pense pas qu'on puisse répondre par la positive à cette question, pour la simple raison que cette question avait déjà alimenté
la chronique à l'époque. Et beaucoup de gens se disaient que il y avait des soucis d'étirement du corps, bon, pour certaines cérémonies obscures, etc. Et la famille s'est organisée pour sécuriser la tombe de Sylvanus Olympio. Et lorsque vous allez au cimetière catholique d'Agoué aujourd'hui, vous verrez que un gros bloc de pierre est posé sur sa tombe et sur celle de son épouse Dina qui a été enterrée juste à ses pieds, ceci pour éviter cela. Et je suppose que une fois descendu dans la tombe, comme on l'a fait d'ailleurs pour Tavio par la suite, puisque les mêmes rumeurs ont couru après l'enterrement de Tavio, après son assassinat, on a dû avoir bétonné la tombe avant de poser dessus ce bloc de pierre qui est toujours visible là aujourd'hui et sur laquelle il n'y a aucune inscription qui puisse indiquer que c'est là où le père de l'indépendance de la nation togolaise a été enterré. Mais tout le monde sait que là-bas, c'est la tombe de Sylvanus et devant lui, c'est celle de son épouse, Dina Olympio. Donc, c'est ce que je peux dire en guise de réponse à la question et expliquer comment les choses se sont passées depuis cette période-là. Mais je conclurai en disant que la perte de Sylvanus Olympio est une énorme perte pour le Togo. Pourquoi? Parce que d'une part, l'impérialisme français a toujours cherché à punir le peuple togolais particulièrement pour son nationalisme sourcilleux et pour avoir choisi de suivre Olympio au détriment des dirigeants que lui a cooptés pour défendre ses intérêts au Togo. Et c'est pour cette raison que vous verrez que Eyadema, à qui ils auront donné toute attitude pour revendiquer ouvertement l'assassinat de Sylvanus Olympio, a toujours été choyé par l'impérialisme français. Eyadema, moi je me rappelle à l'époque, lorsqu'il accédait au pouvoir dans les années 60, mais était, on peut dire, quasi analphabète. Lorsqu'il parlait le français, mais vous vous demandez, mais devant quoi on est? Diriger un État, bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très rusé, et ce n'est pas parce qu'il est illettré qu'il est bête, c'est quelqu'un qui est très très intelligent, rigoureux, sait manipuler son monde, et surtout, les Français ont désigné autour de lui des équipes qui font le travail de gestion de l'État togolais à sa place. Et ils l'ont mis au sommet comme une sorte de clé de voûte des institutions, exécutant leurs ordres. Et en fait, un système a été convenu avec eux pour que ce tactelage-là maintienne le Togo dans l'oppression jusqu'aujourd'hui. Et donc, c'est cette double perte que le Togo a subie. En plus de celle d'être puni pour ce nationalisme sourcilleux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est le produit de tout cela dont nous sommes victimes aujourd'hui et que nous trayons dans toutes ces souffrances que nous endurons au Togo, qui fait de notre pays, de sa capitale et de ses villes, un des derniers pays de l'Afrique. Vous allez à Dakar, vous allez à Cotonou, vous allez à Abidjan, vous allez à Accra. Vous avez des villes florissantes, des villes qui ont évolué, mais à Lomé, nous sommes encore comme si nous étions quasiment au Moyen-Âge. Lomé n'a pas la figure d'une véritable capitale, on dirait un gros bourg, d'une ville européenne ou d'une province française quelque part. Bon, donc c'est à cela que nous sommes tenus. Et pour que le Togo retrouve ses lettres de noblesse et puisse renouer avec toutes ces visions que Sylvanus Olympio avait pour le développement de notre territoire à partir de ses ressources, parce que tout le monde sait que le Togo a d'énormes richesses, non seulement le phosphate, le clinker et tout ce qu'on sait, mais il y a du manganèse, il y a des diamants, il y a de l'or qu'on exploite un peu partout, et tout cela, s'il avait été bien géré comme Sylvanus Olympio le faisait,
aurait propulsé le Togo à la tête de la plupart des pays d'Afrique, alors qu'il se retrouve bon dernier ou parmi les derniers aujourd'hui. Et donc, c'est à cela que l'entretien de la mémoire de Sylvanus Olympio a comme fondement. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'homme en lui-même et le sacrifice de sa vie qu'il a fait pour le Togo, mais c'est tous les plans qu'il avait pour le développement de notre pays qui font qu'il a cette dimension énorme que nous tentons de faire partager au peuple togolais et que nous aspirons à voir les uns et les autres y adhérer pour que nous puissions sortir notre pays de la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Merci. Et si Ok, merci. Merci beaucoup. après la plupart de ceux des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, eh bien, je crois que de là où il est, Sylvanus Olympio aura compris que son sacrifice n'aura pas été vain. Bon, je m'en arrête là pour l'instant. Et si d'autres questions... merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour ce développement. Monsieur Claude Ameganvi a une bibliothèque vivante pour le Togo. Donc, il a écrit plusieurs livres sur la lutte pour l'indépendance, sur l'assassinat de Sylvanus Olympio. Donc, je pense quand même on peut lui accorder des heures et des heures, et il va nous en parler. Ce que nous avons remarqué, c'est que ce monsieur, ce Sylvanus Olympio a été victime d'un coup d'État international dans lequel étaient mêlés et les Américains, les Français et les Béninois. Mais j'espère qu'avec nos frères de M66, nous disposerons, ou M. Claude Ameganvi disposera d'autres temps pour venir vous expliquer encore plus en détail les conditions d'indépendance, les conditions d'assassinat et bien d'autres choses en fait. Donc, Monsieur Kodjovi-Toguin, nous vous disons merci. Je vous retourne la parole pour voir s'il y aurait encore une dernière question. Oui, je sais que l'heure est faire... très avancée. Oui. Ce qu'on va faire est que Monsieur Claude Ameganvi va revenir nous parler aussi de la conférence, comment a été tué. Tout à fait. Je rappelle que Monsieur Claude Ameganvi était le compagnon de Tavio Amorin. Il était également membre du HCS, le Haut Conseil de la République, qui était dans le temps l'Assemblée nationale issue de la Conférence nationale souveraine. Donc, il a plein de choses à vous raconter. Donc, après une autre invitation, il viendra nous faire ce développement. S'il vous plaît, moi, j'ai une question. Peut-être s'il peut répondre à la mienne pour 1 minute. Monsieur Claude Ameganvi, bonsoir, c'est Ben Diagba ici. Je voudrais vous demander s'il est possible de changer le destin ou bien de manipuler le destin de tout un peuple. Alors, ou bien, avons-nous le plein droit que quelqu'un vienne ici, pas vous, ou bien quelqu'un, comme on le sait au Togo aujourd'hui, prenne ce droit à lui de nous écrire une fausse histoire sur le Togo vis-à-vis du fait que le père de l'indépendance aujourd'hui est oublié dans les assiettes. Claude, avant que tu ne répondes, 30 secondes, avant que tu ne répondes, il faut comprendre pourquoi on est venu aujourd'hui avec l'aide de la jeunesse M66 vous parler. C'est que l'histoire du Togo a été une histoire qui a été bafouée. Et ce que nous, on vient faire avec Sylvanus Forever et l'événement du 13 janvier et l'assassinat de Sylvanus Olympio, c'est d'expliquer ce que tu profiteras d'expliquer, que tu as expliqué à travers la mère de Sylvanus Olympio. Mais c'est d'expliquer que la blodée que Claude vient de parler, mais Sylvanus Olympio n'a pas été seul. Il a été entouré par tous les Togolais et on aura l'occasion, Kodjovi-Toguin, aujourd'hui on a parlé de Sylvanus Olympio comme s'il était seul. Non, il y avait toute une jeunesse togolaise, il y avait tout le peuple togolais, une partie du peuple togolais qui était avec eux contre certains de nos frères qui ont misé la collaboration avec l'impérialisme français. Mais ça, c'est pas un sujet, mais il est important de savoir que Claude doit revenir à un moment donné sur tous ces ablodéviaux qui étaient les Togolais du nord au sud, de partout, qui ont accompagné
Sylvanus Olympio dans cette victoire de la Blodée que nous voulons réveiller, que nous voulons effectivement commémorer pour un peu accentuer la lutte et expliquer à nos frères et à tous ceux qui accompagnent le M66 dans cette lutte renouvelée d'avoir l'esprit, d'avoir les éléments, d'avoir les outils de combat et de se concentrer sur cette lutte contre l'adversaire principal qui est au solde des Français, qui est au solde de l'impérialisme, qui est Faure Gnassingbé et le RPT uni. Quel est le sens de la question, monsieur? Quand je t'ai envoyé un document par WhatsApp, tel est le sens de la question, ma question qui partait à monsieur Claude Amegavi, comme quoi si aujourd'hui on a changé le destin du peuple togolais, c'est un appel que je lance au nôtre, à la jeunesse togolaise et à tous ceux qui sont ici. Allons-nous, en tant que fils du terroir, laisser des gens écrire notre histoire. Donc, la balle est lancée pour chacun et chacune ici que nous avons notre impérieux devoir de réécrire notre histoire parce que le père de l'indépendance semble être oublié dans les assiettes. Quand je t'ai envoyé un document, merci, mon grand frère Claude Amegavi, pour tous les développements. Voilà, au fait, ma question. Si vous pouvez donner une minute pour là-dessus, quoi. Non, il y a pas de souci, je vais la donner. Vous savez, les pouvoirs colonisateurs ont toujours eu à l'idée de falsifier l'histoire des peuples, pour que ceux-ci ne puissent pas avoir de repères sur leur destinée et leur dignité. Bon, et en réalité, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'une personne a falsifié l'histoire, a écrit une nouvelle histoire en présentant quelqu'un comme le père de la nation togolaise, etc. Oui, vu de près, on peut dire cela, mais c'est beaucoup plus profond que cela. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait ça tout seul. Il y a eu des gens derrière lui qui l'ont poussé à le faire. Pourquoi ? Mais pour faire oublier Sylvanus Olympio, dont on a voulu faire disparaître irrémédiablement les traces. Non seulement Sylvanus Olympio, mais également, comme Karl l'a rappelé tout à l'heure, celle de tous les autres nationalistes togolais. Et nous nous sommes attachés à un devoir de faire connaître aussi tous ces autres nationalistes à propos desquels nous avons écrit ici des ouvrages en collectant et en publiant les biographies de la plupart d'entre eux, dans un premier tome qui est déjà sorti, un deuxième tome qui est en cours de finition et que vous pourrez avoir à disposition bientôt. Et donc, dans beaucoup de pays, les choses se sont toujours passées comme ça. C'est-à-dire que on a voulu effacer les traces de l'histoire. Pourquoi ? Parce que l'histoire donne des repères. Et elle incite les peuples à se battre pour leurs droits. Pour que ces droits ne soient pas reconnus, eh bien, il faut qu'on invente des personnes créées de toutes pièces en disant que c'est ces personnes-là que vous devez suivre. Or, ces personnes, bien souvent, sont des anti-modèles, des gens de peu de recommandations, parce que, franchement, qui peut vouloir travailler à ressembler à Étienne et Adéma? Personne. Par contre, beaucoup de jeunes aujourd'hui, en apprenant à connaître l'histoire de Sylvanus Olympio, aimeraient lui ressembler, tant par son parcours scolaire universitaire que par la haute vision qu'il avait pour le Togo. Et vous savez que dans des pays qui ont percé dans la dernière période, comme la Chine et autres, c'est dès le plus bas âge qu'on apprend aux petits-enfants à avoir des ambitions, de chercher à devenir des ingénieurs, de chercher à ressembler à telle ou telle grande personnalité de leur culture, etc. Voilà les modèles qu'on présente. Et donc, en cherchant à faire disparaître Sylvanus Olympio comme modèle pour qu'il ne soit pas une représentation pour la jeune génération, eh bien, on a fabriqué un Eyadema de toutes pièces. Et on a entendu, avec malheureusement des professeurs bardés de diplômes qui viennent doctement en sachant que ce qu'ils écrivent là, c'est la fausseté la plus absolue,
que ça ne correspond à aucun fait objectif, mais c'est celui-là qu'il faut regarder plutôt comme celui qui a fait naître le Togo. Parce que lorsqu'on parle de nation, le mot nation vient de natsere, qui veut dire naître. Donc donner naissance à un État, à un peuple, à un territoire, à une culture, mais c'est tout un symbole. Or, Yadema, qu'est-ce qu'il a pu avoir inspiré d'autre que les nombreux crimes qu'il a commis contre le peuple togolais? Donc, c'est une dépersonnalisation du peuple togolais qu'on a tenté à travers cette façon de réécrire totalement l'histoire en faisant disparaître ceux qui l'ont faite précisément, comme tous les pères de l'indépendance et autres. Ils sont nombreux, les pas Augustino de Souza, les maîtres Santos, bon, et beaucoup d'autres. Bon. Donc je m'en arrêterai là pour l'instant pour dire que ce que vous avez dit est tout à fait vrai, mais ce n'est pas seulement la première fois qu'on assiste à un phénomène de ce genre. C'est quelque chose qui est coutumier dans l'histoire, que les peuples asserviteurs utilisent la falsification historique, la réécriture de l'histoire pour exercer leur domination, parce que ça fait partie de cette domination culturelle par laquelle les autres dominations, la domination politique, la domination économique et les autres, doivent nécessairement s'exécuter. Bon, je vous remercie. Oui, merci, monsieur Claude. En tout cas, à entendre tout ce que vous nous avez dit, donc on peut même dire que, à voir les réalisations que Sylvanus avait fait, et après son assassinat, et puis, avec sous la direction de Nyansigbe Yadema jusqu'à son fils Paul Nyansigbe, il n'y a pas eu grande chose, parce que le port a été déjà fait par Sylvanus Olympio, l'hôpital a été fait, l'hôtel, le Bénin, le barrage électrique. Donc, finalement, même si on voit, même dans l'histoire, la colonne vertébrale que Sylvanus a fait, ils n'ont rien ajouté dessus. Il n'y a rien qui s'est ajouté dessus. Pendant 60 ans, ils n'ont rien fait. Si je me trompe. Non, tout à fait, c'est ça. Ce qu'ils ont fait, le tour de force, c'est de piller le pays, de prendre l'argent du pays pour aller le déposer dans les coffres des banques étrangères. Ça, ils ont réussi à le faire. Mais aucune construction digne de ce nom, même tout ce que Sylvanus et les colons d'alors avaient fait, ils n'ont même pas su l'entretenir. Aujourd'hui, il n'y a plus de voie ferrée digne de ce nom au Togo. Ça, c'est... Oh, la voie ferrée, c'est un élément une infrastructure de développement d'un pays. Où ils en sont. Aujourd'hui, on déterre les rails, on va les vendre comme Gakpo Wibule. C'est comme ça qu'on développe un pays, alors que dans beaucoup d'autres, les gens sont en train de penser à fabriquer des trains qui de rouler à la vitesse du son. Bon, alors que nous, ce que les colons avaient construit à l'époque et qui a bien servi à développer le pays de la côte jusqu'à l'intérieur, bon, on s'acharne à le détruire. Résultat des courses, on nous fabrique des routes où ont lieu les accidents les plus mortels de toutes nos histoires. Bon, voilà, c'est tous ces paradoxes-là qui... disons clairement que c'est plutôt de la destruction du pays auquel le régime que les Français ont porté au pouvoir et y maintiennent depuis, parce que c'est de ça qu'il s'agit exactement, c'est de la destruction de ce pays dont il est question. Pourquoi? Pour que le pays lui-même physiquement soit détruit, pour qu'on puisse le piller, l'exploiter sans que les populations n'aient rien à dire. Parce que c'est la terreur qui les maintient dans le silence. Donc, et voilà. Aussi, en voyant comment ils manipulaient les élections, comment tout ça, c'est le même modèle au Pérenzi. Ils ont traîné jusqu'aujourd'hui. C'est juste le même, on est dans la même chose depuis des années jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a changé. Comme vous avez expliqué, c'est la même technique. Absolument, c'est le même procédé. C'est grave, hein? C'est vraiment grave. En tout cas, merci beaucoup. Monsieur Gaba, vous allez nous rappeler le programme et puis on va faire un autre programme pour que monsieur Claude Amegami vienne nous dire comment la conférence n'a pas marché, comment ça a échoué, comment ils ont tué Tavi Amorin,
Pourquoi tout ça, tous ces événements-là qui ont fait que Yadba n'a pas pu être chassé du pouvoir, qui a maintenu encore la dictature jusqu'à aujourd'hui. Tous ces grands événements au Togo qui n'ont pas marché, qui ont finalement échoué. Nous serons vraiment à votre disposition pour faire cette histoire. Oui, pour qu'on tire des leçons, pour que ce combat qu'on fait, pour qu'on ne tombe pas dans les mêmes erreurs que du passé, pour qu'on soit vraiment éclairé de comment ça fonctionne, comment ça c'était avant, comment ils ont réussi à faire tomber la conférence nationale, toutes ces révoltes-là jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va... Et comment ils nous manipulent pour nous diviser? Comment ils créent de fausses querelles entre nous? Comment ils nous évitent d'être vraiment performants dans notre lutte? C'est de ça que nous allons pouvoir vous expliquer. Et ce sont et puis, ce que je voulais dire, c'est dire que cette version-là, Claude, on le fera en Mina, hein, il faut vraiment qu'on puisse parler en Mina, en Évé, et même en Kotokoli à nos compatriotes à travers vous pour qu'ils puissent entendre la vraie histoire et qu'on puisse discuter et qu'on puisse avoir des solutions pour qu'on puisse avoir cette convergence qui nous permettra d'aller vers la victoire. Et cette victoire-là commence dès ce matin, qui est que les bougies doivent être allumées partout chez vous, partout là où vous êtes, devant toutes les ambassades dans les pays de la diaspora, dans là où vivent les Togolais. Nous serons également à Agoué pour ceux qui le pourront. Vraiment, à partir de demain, à partir d'aujourd'hui, je sais déjà que ici à Paris, on est déjà le 13. D'être nombreux à Agoué, avec vos bougies, avec vos prières, aidez les gens, soyez nombreux, aidez-vous les uns et les autres, parce qu'on a des problèmes de véhicules, on a des problèmes de faire déplacer des gens, téléphonez-vous entre vous, aidez-vous pour pouvoir atteindre Agoué dans des bonnes conditions. Sinon, rendez-vous à la hutte, près de la maison, de la maison du père de la nation, Sylvanus Olympio. Vraiment, posons des bougies, posons des fleurs. Nous avons droit de lui rendre hommage. Nous avons droit d'aller prier. Que les gens aillent prier. Ceux qui aiment prier n'ont qu'à aller prier devant ce lieu. Et que, comme vous l'a dit Claude, il a été assassiné devant sa maison, devant l'ambassade de France. Le sang a coulé par terre là-bas. Et sur ce lieu-là, il faut que nous venions effectivement faire les cérémonies nécessaires pour que son cœur soit en paix et le rassurer que nous avons pris en compte la lutte, que nous avons entendu son message, que son héritage sera poursuivi, que la lutte-là, on va la mener jusqu'à la fin de notre vie. Voilà ce pourquoi on se bat et ce à quoi j'invite nos compatriotes à échanger, à partager vraiment. Et puis merci. Abonnez-vous à nos sites internet et puis, excusez-moi, on sera chez vous, mais sachez que tous les dimanches à partir de midi, 12h GMT, tous les dimanches, nous racontons l'histoire du Togo comme on est en train de vous la raconter aujourd'hui et nous vous invitons vous aussi à nous aider à faire passer cette nouvelle-là qui est l'histoire du Togo qui appartient aux Togolais et c'est avec cette histoire-là que nous allons pouvoir allumer la flamme et maintenir la flamme pour aller à la victoire. Merci. Donc, on est arrivé à la fin du live, vraiment édifiant. Ce qu'on va dire, c'est que moi, je vais répéter, c'est que à partir de cette nuit ou bien demain, que chacun allume une bougie, même si c'est dans ta chambre, dans un coin, même dans votre cour, bien devant votre maison, allumez la bougie et puis postez, même si vous voulez poster sur Facebook, postez bien, envoyez-les moi je vais poster. Faudrait qu'on fasse vraiment un peu du bruit psychologiquement. OK, pour qu'on sente que vraiment les Togolais sont déterminés à travers Sylvanus Olympio, parce qu'ils nous ont toujours présenté le 13 janvier comme une date de Gnassingbé Yadema, alors que c'est faux. C'est une date sombre pour le Togo. C'est ce qui a fait que le Togo est resté comme ça. Les Togolais souffrent jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de cette date-là. C'est pas une date où il faut fêter, il faut sortir la tirer l'eau pour faire des filets de merde. Au contraire, c'est une journée noire pour le Togo qu'ils ont voulu éclairer. Nous, on va prendre ça pour rendre hommage à Sylvanus Olympio. Donc, que tout le monde, une seule bougie allumée dans votre maison, dans vos groupes, un peu partout. Et ceux qui peuvent aller à la maison de Sylvanus Olympio, c'est l'ancienne ambassade à Sigame, allez-y. Et ceux qui peuvent aller à Goua aussi, allez-y. Mais au moins que tout le monde allume une bougie et que vous nous envoyez les photos pour qu'on envoie la toile demain. Et que des bougies dans vos maisons, dans vos, peu importe, vous pouvez le mettre, pas de problème. Donc, merci à tous.